Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, on a un peu moins de choses à dire. On a fait beaucoup de choses, mais pas des choses où qui a vraiment beaucoup avancé. Donc bon, on va essayer Des fois, il y a de... des semaines de transition. Après, heureusement, il y a de l'actualité internationale qui nous Oui, permet d'avoir des sujets intéressants voilà, merci Trump de se manifester quand on n'a rien et à de dire, tu remplir sais. l'agenda depuis le début de l'année, quoi. C'est ça. La semaine, elle a commencé, moi j'ai dû aller à l'hôtel hanté là pour en fait pour faire des visites parce que tout simplement on a une agence immobilière qu'on paye 9% des loyers, ce qui est très très cher, Qui a fait faillite. qui a fait faillite bien évidemment. Donc en fait j'ai plus d'agents immobiliers et en gros c'est relégué à une agence qui est à 1 heure de là où est le bien. Donc en fait je mets en location moi-même, donc j'ai fait un état des lieux, j'ai fait des visites. La bonne nouvelle c'est que j'ai potentiellement loué deux studios, donc on est quasiment à taux plein là-dessus. C'était le T2 aussi. Ouais c'est ça, oui pardon, j'allais dire le T2 et un des studios, on va voir pour le dernier studio. Et après il y en a un qui est out avec le dégât des eaux et les assurances, c'est très très long. Donc c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et en plus franchement déjà il y a personne sur place. Et en plus, pour le peu de choses qu'ils font, ils nous font perdre des sous parce que... Parce qu'ils sont incompétents. Non, c'est un truc de zinzin. Tu sais que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on a un des appartements qui était loué à une entreprise, donc une entreprise agricole, pour justement... En fait, c'était des gens qui vendaient des huîtres dans la région. Ils viennent Exactement. de Vendée et ils descendaient. Et du coup, ils avaient besoin D'un appartement Voilà. pour dormir sur place et du coup ils avaient loué l'appartement avec leur entreprise et en fait ils ont décidé de donner leur D'arrêter, préavis, ouais. enfin ce qui est totalement possible, sauf qu'en fait on est dans une zone où pour le coup on n'est pas en zone tendue, donc les préavis c'est 3 mois et en fait ce qui s'est passé c'est que cette agence immobilière a mis un préavis de 1 mois parce que soi-disant c'était une mutation professionnelle. Parce qu'en fait la personne ne travaille déjà plus là. Sauf qu'en fait le cas de préavis raccourci à 1 mois pour cause de mutation professionnelle, ça marche que quand le locataire est une personne physique. Là, comme on loue à une personne morale, on loue à la société qui est une SCEA, en fait le préavis était de 3 mois. Et le souci, c'est que c'est pour ça qu'on râle énormément. Alors heureusement, cette agence immobilière qui vient de faire faillite et où on a du coup, pour être transparent avec vous, c'est Century 21. Pourquoi on était passé par eux à la base? Parce qu'en fait, on nous l'avait recommandé et de manière générale, dans cette zone où de toute façon on est en train de vendre le bien, c'est très compliqué de trouver des partenaires. Enfin vraiment, on a créé un réseau, nous forcément dans la région où on habite. Et là, comme on est à 4 heures de route, ben forcément on connaît personne. Mais on pensait que ça allait être plus ou moins normal de recréer un réseau. Et comme maintenant on sait comment ça fonctionne, on sait à qui demander, etc. On pensait qu'on arriverait facilement à retrouver des artisans, des agents immobiliers, des gens qui travaillent bien. Et en fait là-bas, Pas du tout, ouais. tout le monde, enfin, sont que soit des escrocs, soit des gens qui travaillent mal. On était passé par Century 21 parce qu'en fait, on nous les avait recommandés et que honnêtement, on avait une certaine affinité avec L'agent IMO, il est l'agent sympa, IMO, quoi. voilà, Ouais. qui était sympa, qui était pas le plus grand expert immobilier qu'on avait eu, mais qui était pas si mauvais non plus. Donc on va dire que ça permettait de nous sauver un petit peu les meubles. Et le problème, c'est que du coup, comme la filiale Century 21 de la ville dans laquelle on a le bien vient d'entrer en liquidation judiciaire, le gestionnaire a été licencié du jour au lendemain pour licenciement, enfin après il a mangé son licenciement économique du jour au lendemain. Donc en fait, lui n'est plus là. On a récupéré, on travaille du coup avec les dindes d'une autre ville qui sont totalement incompétentes. Non mais je pèse mes mots parce qu'en fait pour être aussi bête et travailler dans l'immobilier, pour moi je suis désolé, il n'y a pas d'autre nom. Et globalement du coup justement on les paye 9%, c'est justement pour pas tout vérifier. Et en fait quand il y a 1 mois ils m'ont envoyé le préavis de cet appart, je me suis dit bon tranquille, on est en février, Jusqu'à mai, ouais. on a jusqu'à mai pour relouer l'appartement. Et en fait je reçois un mail cette semaine qui m'a fait bondir où en fait ils me disent c'est bon, on a fait l'état des lieux, on a récupéré les clés. L'appartement est nickel, vous pouvez lui rendre sa caution. Et moi j'étais là en mode attends, comment ça lui rendre sa caution? Elle a donné son préavis il y a 1 mois. Et en fait je retourne dans le mail où ils m'avaient transmis le préavis qu'ils avaient reçu et effectivement je vois qu'en fait le préavis était censé tomber pour le 2 mars. Sauf qu'en fait à aucun moment c'est normal que le préavis tombe sur le 2 mars parce qu'en fait ils ont pas 1 mois, ils ont 3 mois. Et moi du coup qu'est-ce que je fais? J'appelle l'agent, je dis mais attendez, vous êtes trompé, le préavis c'est 3 mois, on n'est pas en zone tendue. Ils disent ah oui mais c'est un cas de mutation professionnelle, du coup le préavis est ramené à 1 mois. Je lui dis non mais attendez, en fait on loue à une personne morale, comment vous voulez que ce cas-là qui s'applique exclusivement à un cas de personne physique? Et en plus faut bien être précis là-dessus, c'est que la mutation professionnelle en droit c'est considéré comme un élément imprévisible extérieur au contrat.
C'est-à-dire que c'est un élément qui arrive, qui n'est pas du fait du propriétaire et qui n'est pas non plus du fait du locataire. C'est du fait de l'employeur du locataire et on considère que c'est un élément que le locataire peut difficilement provoquer de lui-même. Voilà, c'est pour ça que ce cas-là existe dans la loi, pour permettre au locataire de pouvoir quitter plus vite son appartement dans un cas où il n'a pas pu anticiper le fait qu'il allait être muté ou tout simplement juste le fait qu'il est muté et qu'il faut qu'il puisse déménager rapidement. Le truc, c'est que là, comme déjà on loue à une personne morale, ce cas-là ne s'applique pas. Et en plus, le pire, c'est qu'on loue à une personne morale pour héberger le dirigeant de la personne morale. Donc en fait, à aucun moment on peut être dans ce cas-là, tout simplement parce qu'en fait, ils peuvent le provoquer d'eux-mêmes, la mutation professionnelle, vu que l'entreprise, effectivement, cette personne est salariée de sa propre entreprise en soi. Non, non, c'était bien une salariée de Oui, ça. je sais, c'est bien. Ah oui. Non, c'est bien une salariée, mais en fait, peu importe. C'est une personne. Nous, on loue à une personne morale. Ah oui, Donc nous, en fait, on le louait cas de la pas, mutation on louait professionnelle pas, elle. ne s'applique pas. Donc en plus, elle a fait l'état des lieux avec la salariée qui occupait l'appartement. Bon, en soi, ça les regarde. De toute façon, l'appartement est nickel, donc on n'a pas de souci là-dessus. Mais simplement, le préavis était de 3 mois. Et moi, je suis en train de me dire, mais attends, ces gens sont gestionnaires immobiliers, ne savent pas un truc aussi élémentaire que ça. Je me dis, mais comment tu peux être aussi mauvais? Et en plus, elle a de l'aplomb parce qu'elle te dit ah non. Ah oui, elle m'a soutenu mordicus qu'en fait je me trompais. Forcément, je suis monté dans les tours. J'aurais dit qu'on arrêtait de travailler avec eux tout de suite. Du coup, on n'a plus d'agence sur place. Il faut qu'on récupère les clés maintenant. Faut que je récupère les clés qui sont à 1 heure plus haut de la ville. Donc en fait, moi, ça me fait quasiment 6 heures de route pour aller chercher mes clés. Donc bon, je suis en train de voir avec une autre agence parce que vu qu'on s'entendait bien avec l'agent immobilier qui encore une fois n'était pas parfait sur plein de trucs, mais lui de toute manière il s'occupe plus de la gestion. Donc bon, il m'a présenté à sa nouvelle agence. On va voir ce que ça donne. J'ai rendez-vous demain avec elle pour au téléphone. Et en fait, ouais, c'est vraiment pénible. En fait, c'est fou parce que, 9% des loyers, en fait, tu dois tout contrôler, mais tout le temps. En fait, depuis le début, il y a pas un compte rendu de loyer, donc en fait, c'est eux qui perçoivent les loyers et nous les reversent. Il y a pas un compte rendu où elle se trompe pas la meuf en plus. Ah oui, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, sur chaque mois, il y avait forcément une erreur, un truc à reprendre. Et c'est là où tu te dis, en plus, ils te vendaient du haut de gamme, parce que c'est un peu comme à la base, je comptais pas les prendre pour la gestion, je comptais les prendre uniquement pour la recharge de locataire. Donc on payait nos frais d'état des lieux. Voilà, nos frais d'état des lieux, c'était tout. On avait finalement pris la gestion parce qu'en fait, on s'était rendu compte que comme on avait beaucoup de soucis, on avait quand même besoin que l'agent immobilier puisse aller faire les visites, fasse le tampon avec les locataires. Nous, ça nous a gagné un peu du temps. Donc on savait depuis le début qu'on se faisait niquer à se manger 9% de frais de gestion. Mais de toute façon, comme on est en train de vendre le bien, on est plus trop dans une optique de cash flow, on est dans une optique de plus ou moins rentrer dans nos frais le temps qu'on vende. Ça, rentrer dans nos frais le temps qu'on vende, faire en sorte que le prêt se paye et c'est tout. Et on se disait au moins qu'en payant 9%, en ayant un agent immobilier pas trop mauvais, ça allait aller. Là forcément, comme l'agent immobilier y est plus, on est avec les autres, je sais pas comment on peut appeler ça, agent ou salarié de l'agence, peu importe, enfin d'une autre agence en plus. Et là forcément, c'est catastrophique. Et comme quoi, ça rappelle toujours la même chose, c'est que même quand vous déléguez, il faut toujours contrôler. Et tu vois vraiment, moi je me dis à chaque fois, vas-y, on va déléguer, mais en fait, chaque expérience qu'on délègue, ça se passe pas bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on a énormément de gens, alors pas des auditeurs du podcast, où je me dis que vous êtes pour la plupart investisseurs immobiliers, ou en tout cas vous comprenez les grandes problématiques, mais c'est vrai que souvent quand on parle de ces choses-là avec des gens qui sont pas dans l'immobilier, eux ils ont souvent la recette miracle de ah mais pourquoi tu mets pas en agence, pourquoi tu délègues pas, comme si ça réglait tous les problèmes, alors que même si c'est vrai que la délégation te fait gagner du temps, en fait souvent ça te crée d'autres problèmes. J'irai pas jusqu'à dire que ça en crée plus, mais par contre ça en crée d'autres. Donc des fois on se dit mais en fait pourquoi payer pour déléguer si on se retrouve à devoir gérer d'autres problèmes ou des trucs qui, en fait, typiquement, c'est nous qui aurons géré le préavis, on l'aurait reçu, on l'aurait lu, on serait rendu compte que le locataire s'était trompé. En fait, on aurait dit, en fait, non, votre préavis, pour cause de mutation professionnelle, peut pas être raccourci d'un mois, tu vois. Et tu te dis, putain, mais ça, c'est le job de l'agence, ils sont payés pour, ils prennent des frais élevés pour ça et ils sont capables de se tromper. Et puis après, forcément, on a nos locataires qui sont pas non plus très contents de l'autre côté. Par exemple, les 2 filles là qui ont chacune... 2 autres locataires, du coup? Ouais, les 2 autres locataires, elles me disent qu'en fait, ils les prennent plus au téléphone. Et je suis là, ah. Ouais. Donc j'étais là, bon, on va changer. Exactement. Donc bon, tout ça pour vous raconter une énième anecdote. Ceux qui sont superstitieux, vous vous rendrez compte, c'est forcément toujours sur le même projet, sur l'hôtel, où on a 1 milliard de problèmes. Donc vous en tirez les conclusions qu'il faut en retenir. Mais c'est vrai que bon, ça fait, c'est quand même embêtant pour nous de se retrouver à payer une agence et de se retrouver avec des problèmes comme ça. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en plus, du coup, moi, je viens toutes les
j'ai 2 semaines à peu près là-bas, parce qu'en fait, soit j'ai personne pour faire des visites, soit il y a personne pour me gérer les artisans, il y a personne pour me faire des devis s'il y a un souci. Ouais. Il faut savoir que j'ai reçu depuis septembre, je n'ai reçu qu'un devis de la part de l'agence au niveau des travaux à faire. Et qui étaient des prix, mais... Oui, bon, je crois qu'on en avait parlé une fois. la grille d'aération, me l'a facturé 160 balles. C'est ça, la grille d'aération, elle était facturée 160 balles, alors que ça prend 10 minutes et ça coûte 5 € le Roi Merlin. Des joints de douche, 80 € pour refaire les joints du bac de douche. Au final, moi, j'ai payé, du coup, maintenant, je commence à me faire un petit réseau d'artisans. Oui, on a fini à retrouver 2-3 artisans de confiance. Je les ai payés 300 balles, ils m'ont fait toutes les petites bricoles qu'il fallait faire. Au lieu de 4000. Ouais, au lieu de 4000. Bon, voilà. Et du coup, c'est très fatigant parce que moi, du coup, je monte. À chaque fois qu'on monte, faut savoir que nous, ça nous coûte à peu près 200 € entre, bon, maintenant on n'a plus d'essence, mais ouais, entre les péages et bon, le déplacement, parce que là, par exemple, j'ai dormi cette semaine. Alors bon, c'est pas une nuit à 60 balles qui va nous tuer, mais ça fait chier en fait. Et encore, je facture pas mon temps, donc t'imagines. Et c'est surtout qu'en fait, voilà, j'ai aucune aide là-bas. J'ai l'impression de gérer tout toute seule en permanence. Il y a un problème de VMC. Si je le remarque pas, personne ne va le remarquer. On me dit que ça coule dans la cave. Si c'est pas notre artisan qui est plombier qui était là parce qu'il doit nous poser des saniers broyeurs, tout le monde me dit oui, c'est le bac à douche de la locataire du dessus, mais rien à voir en fait. Non, c'est des infiltrations dues à la dalle du voisin. À la dalle du voisin, mais en fait, si on n'y est pas pour le voir, il y a tout le monde qui nous ferait faire je sais pas combien de milliers de travaux pour rien, alors que c'est pas ça. Pareil, j'avais eu le toit à un moment donné. J'avais eu le toit, on m'a dit ouais, c'est vraiment 2 tuiles pétées, rien à voir. C'était Enedis qui avait fourré dans mon toit et qui avait pas étanchéifié. Et je me dis mais c'est sans fin en fait. C'est qu'en plus tu te retrouves à devoir soi-disant payer des professionnels de l'immobilier où en fait on se rend compte qu'on est bien meilleur qu'eux, quoi. C'est ça, c'est un peu pénible. Encore une fois, notre principale erreur dans toute cette histoire, c'est de faire un bien aussi loin, parce qu'en fait il serait à côté, ça serait très facilement. C'est ça, c'est qu'en vrai, je pense que je sais même pas si on l'aurait vendu, outre le fait qu'on pense qu'il y a un problème énergétique là-bas. Je pense qu'il serait plus près. Je pense qu'on l'aurait gardé parce qu'en final sur le papier, là, si on vous le dit un peu, mais on le vend à plus de 10% de rentabilité. Hein, et il est quasiment tout loué. Tous les travaux qu'il y avait à faire, c'est un bien qui dégage 1 500 € de cash flow par mois. Ouais, donc... c'est ça. Et juste, il est loin. Et tu vois, en vrai, je regrette pas de le vendre, même si là, quand ça commence à rouler, en fait, c'est trop loin. Parce que dès qu'il y a un souci, faut y aller, quoi. Donc c'est pénible. Et même moi, par exemple, des fois, je déclare pas toujours tout au niveau des artisans. Je leur paye de la main à la main. Parce que ça les arrange et moi aussi. Et voilà, faut y aller quand même, tu vois, pour donner l'enveloppe. Alors qu'en vrai, il serait à Montpellier, tu passes en 5 minutes, c'est fait, quoi. Donc voilà nos petites actus sur l'hôtel. On va vite fait parler de l'Iran et Trump parce que je vois qu'il y a un peu tout le monde qui on enregistre ce podcast le dimanche. Du coup, on est plus ou moins à jour de l'actualité géopolitique de la semaine dernière. Je crois que ça a été annoncé, il y a l'ayatollah qui est mort du coup d'Iran. Oui, visiblement, ça serait confirmé parce qu'on a un nouveau conflit au Moyen-Orient, donc États-Unis et Israël qui ont décidé d'attaquer l'Iran, et l'Iran qui a un peu réagi en envoyant des missiles dans toutes les directions. Globalement, pourquoi on en parle? On va pas vous faire une analyse géostratégique ou militaire, c'est pas l'objet de notre podcast, et je pense qu'on n'est pas les plus spécialistes du sujet, loin de là. Donc non, nous, tout simplement, ce qu'on veut vous parler, c'est tout simplement de vous dire que d'un point de vue de l'investissement et par exemple, si vous avez des investissements en bourse, ou est-ce que ça va impacter la France d'une manière ou d'une autre, la réalité c'est que non, pour plusieurs raisons. Déjà, heureusement, parce que la France est loin, parce qu'a priori la France devrait pas s'impliquer dedans. Globalement, même sur le marché mondial du pétrole, je pense pas qu'il y aura des grosses répercussions, à part peut-être une hausse du cours du baril à court terme, ce qui changera pas grand-chose, dans le sens où, bien évidemment, en fait, ils se tapent à coups de missiles, mais ils épargnent les raffineries. C'est comme quand il y a eu le cas au Venezuela. Venezuela est un gros producteur mondial de pétrole. Ils n'ont pas tapé les raffineries, ils n'ont pas tapé les puits, donc entre guillemets, sur les capacités économiques de production de matières premières, ça change rien. À mon avis, ça va se calmer assez vite parce que, encore une fois, c'est marrant. Trump a tapé un week-end. Alors il y en a qui vous diront qu'il a tapé maintenant parce qu'entre guillemets il savait où était le chef du régime iranien et que c'était justement pour pouvoir l'éliminer dès le début du conflit. D'autres vous diront que comme pour le Venezuela, il atteint qu'un week-end, comme ça au moins il se passe rien à l'instant T sur les marchés boursiers, ça évite qu'il y ait des gros, ce qu'on appelle des dips, c'est-à-dire une grosse baisse du cours d'un coup parce que les traders et les fonds d'investissement se retrouvent à vendre. Là, comme on est le week-end, les marchés sont fermés, donc entre guillemets
guillemets, c'est censé moins impacter les cours et justement lui pour qu'il garde la face à l'intérieur des États-Unis en disant qu'il est le président qui fait monter économiquement les États-Unis et les marchés, que globalement il n'y ait pas d'impact là-dessus. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Je pense que c'est un peu un ensemble de toutes ces raisons qui fait qu'il attaque à tel moment. Je pense que ce sera réglé facilement d'ici quelques semaines. quelques semaines. Après, bon, j'avais dit pareil quand il avait été élu au sujet du conflit en Ukraine, et visiblement, c'est toujours pas fini. Donc, je suis pas devin non plus sur ces questions-là. Mais voilà, moi, en tout cas, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis ni inquiet pour les cryptos, ni pour la bourse. Je vois pas de raison de s'alarmer outre mesure. Je pense que voilà, ça va se décanter de même. Ouais, d'une manière générale, de toute façon, on n'est pas trop concerné. Oui, c'est ça. En plus, enfin, d'un point de vue économique et force militaire, on est tellement personne par rapport à States, eux ouais. que, enfin, Macron, il a pas été prévenu, ouais. mais c'est pas très étonnant non plus, en fait. Ouais. Par contre, c'est marrant comme des fois ces sujets-là, ça peut envoyer des passes d'armes périphériques parce que justement ce matin j'ai vu et je trouve ça suffisamment marrant pour en parler. Thibaut Inchep qui a tweeté que globalement les influenceurs qui étaient à Dubaï maintenant, bizarrement ils devaient trouver la France un peu plus sympa parce que il y a eu genre 3-4 missiles qui sont tombés sur Dubaï. Alors même si effectivement, je peux imaginer que quand t'es dans l'hôtel qui est concerné, que tu prends un missile sur la gueule, ça peut faire un peu peur. Mais voilà, globalement Dubaï c'est une ville gigantesque où il y a plusieurs millions d'habitants et t'as genre 4 missiles qui sont tombés. C'est pas comme si la ville avait été rasée, tu vois. Et forcément, comme il y a des Français là-bas, il y a eu un peu d'images qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est l'occasion de faire des passes d'armes entre les influenceurs qui restent en France et les influenceurs qui vivent là-bas, en leur disant, voilà, du coup, vous avez choisi de vivre là-bas, entre guillemets, mangez vos missiles, bien fait pour votre gueule, tu vois. Et je trouve ça tellement con, autant dans un sens que l'autre, tu vois. Autant ceux qui vont te dire que catastrophe, les missiles à Dubaï, je rentre en France, alors que bon, il y a 4 missiles qui sont tombés, que dans une semaine c'est fini, tu vois. Et de l'autre côté, ceux de France qui se foutent de la gueule de ceux à Dubaï qui prennent des missiles, alors que bon, au final, franchement, est-ce que t'as plus de chances de mourir en prenant un missile sur la tronche à Dubaï ou en prenant un coup de couteau dans le RER à Paris? Je pense que niveau stats, t'es plus en sécurité à Dubaï pour l'instant, tu vois. Donc c'est ça qui est assez drôle. Pour ceux qui nous suivent un peu sur Insta, et même je pense qu'ici on en a parlé déjà 2 fois, on va voir si on fait ce projet-là. Nous on est d'accord pour le faire, on va voir si la banque va nous suivre là-dessus. On rénove un immeuble de rapport dans une ville qui se trouve à peu près à 30 minutes de Montpellier, et c'est la création de 4 logements. Enfin, en tout cas, rénover 4 logements et transformer un garage en box, un truc comme ça, en 2 box, pardon. Et du coup, on trouvait intéressant de vous dire ce qu'on refera différemment de l'hôtel, parce que pour ceux qui avaient suivi l'hôtel, on l'a acheté en mars 2024, mais on avait signé le compromis en octobre 2023 et on avait visité on avait fait l'offre en juillet 2023, je crois, en termes de délai. Voilà, c'est ça, en juin. Et du coup, forcément, ça se ressemble un petit peu. Alors l'hôtel c'est beaucoup plus gros parce qu'il y a 9 appartements. Là, on n'en ferait que 4, plus 3 garages. Mais au niveau des travaux à faire, en fait, on s'y retrouve. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, en fait, vu qu'il faut créer les évacs, il faut passer les gaines Enedis, réisoler, créer les appartements, on est sur une rénovation complète. Peut-être la différence qu'on a par rapport à l'hôtel, qui déjà limitera certains problèmes, c'est que globalement, on est en hauteur. Là, c'est un bâtiment en R+4. Donc, globalement, par rapport à l'hôtel où tout était le plein pied, on a une toiture qui est très très grande et où il y avait beaucoup de travaux à faire dessus. Là, on a une toiture qui est forcément beaucoup plus petite. La toiture en tout, elle doit faire aller à tout péter, elle fait genre 40 mètres carrés. On l'a vérifié, il y a qu'un endroit où il y a un petit problème d'étanchéité qu'on a déjà identifié au drone. Donc bon, on va faire monter un couvreur, à mon avis, ça sera pas grand chose. Globalement, les évacuations existent déjà. Alors oui, même si on la reprendra avec des PVC neufs, globalement, on a déjà notre circuit du tout à l'égout, ce qu'on n'avait pas sur l'hôtel, c'est-à-dire que le tout à l'égout a été créé. Oui. Donc ça fait quand même des différences qui sont assez importantes. Maintenant, par exemple, sur l'aspect Enedis, oui, on repart à peu près du même point, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un vieux compteur actuellement et que forcément on va devoir créer 6 nouveaux compteurs sur le bien. Donc effectivement, on a le même type de problématique. Par contre, on a déjà l'ADP qui a été validée parce que le marchand de biens l'avait déjà fait. Donc ça, c'est un truc qu'on a à faire en moins. On avait perdu beaucoup de temps. Ça nous a pris 6 mois quasiment le permis de construire le permis de construire qu'on avait dû mettre. Oui, parce qu'elles avaient ouvert le dossier, elles nous
nous l'avait laissé, Oui, mais voilà, genre, bref, ouais. peu importe les cas qui ont fait le retard, c'est que voilà, ça Ouais. ajoute toujours du temps dans ton opération. Ça, c'est déjà validé, donc en soi, les travaux peuvent déjà commencer. Mais ce qu'on refera différemment, par contre, c'est notamment toute la partie Enedis, parce que sur la partie travaux, il y a, même si c'est beaucoup de travaux, il y a rien qui nous paraît spécialement compliqué. Il faut juste, entre guillemets, faire du suivi de chantier, mais il n'y a pas de problématique où à l'instant T, on est en mode, bah ça, on verra plus tard comment on va le régler. Globalement, on a une solution pour tout ce qui a été identifié. Maintenant, le seul point, c'est le calendrier Enedis. Là, pour le coup, on va plus se faire avoir comme la dernière fois. C'est nous-mêmes qui allons le gérer. Donc, c'est pour ça que là, je suis déjà en train de voir pour faire un rendez-vous avec Enedis sur place, parce que le marchand de biens m'a dit qu'il avait déjà fait un rendez-vous avec eux. Mais bon, j'aimerais bien en refaire un justement avec le responsable local, comme on avait fait à la toute fin de notre projet à l'hôtel, ce qui avait débloqué beaucoup de problématiques. Ben là, on va essayer de le faire au début. Comme ça, au moins, on va tout de suite pouvoir voir au niveau de la solution technique qu'est-ce qui est retenu, de pouvoir faire les travaux avec les artisans le plus vite possible pour qu'Enedis puisse intervenir. On verra si ça marche. Je dois vous avouer que si ça se passe mal, je pense que ce sera la dernière des dernières fois qu'on fait un projet où Enedis doit intervenir. Mais là, on a bon espoir quand même que, étant donné que le projet est plus simple et que là, sur le cas de l'hôtel, en fait, on avait laissé l'entreprise travaux gérer avec Enedis et c'était super mal passé. Et en fait, on avait su à la fin que l'entreprise travaux avait... Enfin, en fait, Non, les deux, il y a des torts. voilà, les Mais torts étaient partagés, même s'ils étaient plus du côté Enedis que l'entreprise travaux, ils n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait non plus pour que ça avance au mieux. Là, on va gérer nous-mêmes directement avec Enedis en essayant de les associer le plus tôt possible à l'opération et d'essayer de leur provoquer des rendez-vous le plus vite, enfin le plus de rendez-vous possible sur le bien, parce qu'on a bien compris que en fait ce qui embête Enedis, c'est le temps que ça prend, enfin leur temps. Donc en fait on va juste les spam jusqu'à ce que ils interviennent rapidement. J'ai bon espoir qu'on soit raccordé d'ici la fin de l'année, sachant que là à l'heure actuelle on n'a même pas encore signé le compromis. Donc on va dire qu'on est quand même au tout début du tout début. En tout cas on perdra pas de temps là-dessus et c'est vraiment ce qu'on va faire différemment. c'est ça. Et aussi, bah, du coup, vu que c'est à une demi-heure de voiture, ce qu'on n'avait pas pu faire, mais d'un autre côté, on avait payé quelqu'un pour le faire à l'hôtel et ça a été très mal fait, c'est que là, pour le coup, toutes les semaines, on va passer sur le chantier pour voir comment ça avance et voir si les choses sont bien faites, parce que maintenant, du coup, après, comme tu dis, il y a moins de choses qui risquent de mal se passer, étant donné on est en haut, enfin, c'est des apparts qui se surplombent à chaque fois, c'est pas de plein pied, parce que pour ceux qui ont un peu suivi à l'hôtel, le problème, c'est qu'on n'avait pas eu l'eau de suite, ni Enedis. Donc en fait, tout ce qui avait été installé, on savait pas si ça fonctionnait. Effectivement, quand on a mis l'eau et l'électricité, il y a eu plein de soucis. Et là, pour le coup, bah, il y a un compteur de chantier qui va être mis, il y a l'eau normalement, il y a juste à reprendre le compteur d'eau et normalement, ça devrait rouler. Donc déjà, ça limite vraiment pas mal de problèmes qu'on a eu à l'hôtel, Et on a eu confirmation ce truc-là est parenté, donc ça devrait bien se passer. Donc voilà pour ça. Actu suivante, on voulait reparler de comment est-ce qu'on calcule une renta. Ouais, parce que c'est des questions qui reviennent super souvent et je l'ai vu avec pas mal d'investisseurs qui ont souvent tendance à être un petit peu trop pessimistes sur leur renta. Je vois notamment avec les investisseurs avec qui on commence à bosser, etc., quand ils commencent à faire leurs recherches sur leur premier bien. Nous, vraiment, la renta, c'est très simple. On prend tout simplement le prix du bien, travaux compris, hors frais d'acquisition, genre les frais de notaire, parce qu'en fait, on les a pas forcément, on n'a pas le calcul précis des fois au moment où tu visites, parce que forcément, si c'est un bien à 10 000 ou 300 000, les frais de notaire sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des calculateurs sur Internet, mais voilà, des fois, quand je suis en train de faire mes recherches sur le Bon Coin, je vais pas prendre le temps d'aller chercher sur un calculateur précisément le montant des frais de notaire. Donc du coup, pour être le plus rapide possible, moi, je prends mon coût sur mon opération, donc le coût d'acquisition du bien plus les travaux estimés, et tout simplement, je le divise par le montant des loyers annuels projetés sur le bien. Et à partir de là, j'ai une renta brute. Globalement, à partir du moment où notre renta brute est au-dessus de 10%, pour moi, c'est que c'est une opération rentable. Nous, maintenant, on a monté un petit peu nos standards, on veut aller que sur du 12%, parce que si on a la capacité de le trouver et de le créer, mais globalement, moi, je considère qu'une opération est rentable à partir de 10% brut. Maintenant, quand vous voulez faire vos calculs de cash flow, commencez pas forcément à mettre des provisions pour des risques dans tous les sens. Ça, c'est un peu une problématique que je vois chez pas mal d'investisseurs qui ont tendance justement à toujours voir le pire du pire Mais sur quoi, leur scénario. à prévoir des frais ou des trucs comme Ouais, ça? c'est ça, Ah, entre ok. guillemets, ils vont
dans leur calcul de cash flow, ils vont prévoir la taxe foncière. Ça, c'est normal. Moi, je considère que sur ton cash flow, il faut quand même anticiper le montant de ta taxe foncière parce que si la taxe foncière est trop chère sur le bien, des fois, ça peut vouloir dire que le bien est pas suffisamment intéressant, que cette commune-là est pas suffisamment intéressante pour investir. Tu peux, si tu veux, prévoir ton assurance P&O. Après, ça, en général, ça va pas être un coût stratosphérique sur ton bien. Ils vont en plus prévoir les frais de comptabilité que des fois, ils savent même pas encore parce que la SCI est pas créée, ils ont peut-être même pas encore le comptable. Ils vont prévoir les frais de gestion parce qu'ils disent si jamais je le mets en gestion, il faut que je prévoie. Ils vont prévoir de la vacance, ils vont prévoir une provision pour travaux et à la fin des fins, ils me disent ah mais t'as vu au final quand ça je regarde 4%, je comprends pas. Ouais, en fait, il y a pas de cash flow sur l'opération et quand tu regardes ma rentabilité nette, elle est vraiment pas bonne. Ouais, mais le problème c'est que tu as rajouté tellement de provisions et tellement de frais que naturellement forcément que tes chiffres vont pas être beaux. Nous concrètement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte là avec le recul qu'on a dans l'immobilier sur notre 49 lots et depuis 7 ans qu'on fait ça, c'est que globalement la vacance locative, si vous gérez vous-même les biens et que vous êtes réactif quand vous avez un départ de locataire, vous pouvez quasiment l'annuler. Concrètement, je pense que la moyenne de vacances sur nos différents lots, ça doit être 3 jours par an, je pense. Donc on perd pas grand-chose en termes de loyer parce que la plupart du temps, un locataire il va rester 2 ou 3 ans sur un bien, parfois plus et globalement quand il va partir maximum dans la semaine qui suit, on va arriver à remettre un nouveau locataire. Au niveau des provisions de travaux, en fait, si vous avez fait les travaux à l'entrée, franchement, il n'y a pas grand chose à prévoir. En vrai, en termes d'entretien, de temps en temps, vous allez avoir un ballon d'eau chaude. Il y a peut-être de temps en temps un truc qui va péter. Mais voilà, globalement, si vous avez des artisans qui vous pratiquent pas des prix d'escrocs, vous n'allez pas vous en sortir pour des milliers d'euros par an d'entretien sur vos logements, quoi. Juste, c'est évident que si vous le louez pendant 20 ans, au bout de 20 ans, il va falloir refaire des travaux pour le rafraîchir. Mais globalement, vous n'allez pas avoir énormément de travaux à prévoir entre chaque locataire. Donc, globalement, votre provision de travaux, pour moi, il y a même pas forcément besoin d'en mettre une dans votre calcul de cash flow. En réalité, c'est plutôt que vous devez avoir une poche de liquidité en tant qu'investisseur. Mais bon, encore une fois, ça dépend le nombre de lots que vous avez. Je vous donne un exemple. Si vous avez genre 5 lots, si vous avez 5 000 euros de côté, ça suffit largement à prévoir des éventuels soucis que vous pourriez avoir. Donc c'est pour ça que pas besoin de mettre des provisions travaux incroyables. Et puis par exemple sur les frais de comptabilité, moi c'est surtout ce que je dis, c'est qu'effectivement vos frais de comptabilité, souvent votre comptable il va vous les facturer dès que vous allez créer la SCI sur le premier bien que vous allez avoir. Plus vous allez ajouter des biens dans la SCI, peut-être qu'il va vous augmenter un petit peu vos honoraires parce qu'il y aura un petit peu plus de factures à enregistrer chaque année, mais ça va pas doubler. Donc globalement vos frais de comptabilité, faut pas les mettre dans le cash flow de chaque opération. C'est un peu un frais fixe que vous allez avoir sur votre premier OP. Mais dès que vous allez mettre un deuxième bien dans la SCI, vos frais de comptabilité ils vont pas augmenter proportionnellement au loyer que vous allez ajouter dedans. Donc c'est pour ça que c'est plein de choses que je vois dans les calculs de rentabilité nette et de cash flow que pour moi il vaut mieux enlever. Encore une fois, vous prenez pas la tête quand vous voulez savoir si un bien est rentable, vous restez sur le calcul brut que je vous ai donné, donc c'est-à-dire coût d'acquisition plus travaux divisé par les loyers annuels. À la limite, vous pouvez prévoir une petite marge sur les loyers. Moi ça arrive souvent, je me prévois globalement situation très optimiste, situation normale, en général je vais avoir maximum 1 point de rentabilité d'écart entre les deux, parce que faut pas non plus se mettre sur la moyenne très haute et la moyenne très basse. Globalement, moi de ce que j'ai vu, ça n'arrive quasiment jamais de se tromper sur le loyer d'un bien, ou alors vraiment à 10% près. C'est pas vraiment ça qui va changer énormément sur votre opération. C'est-à-dire que si si vous louez vraiment 10% moins cher que ce que vous aviez prévu, c'est que vraiment vous pensiez être sur le max du max de la fourchette et vous avez pas pu l'être, peut-être parce que vous avez loué en hiver. À un moment donné, vous aviez un petit peu moins de demande sur votre appartement. Et la réalité, c'est que le vrai ennemi pour le coup de votre cash flow et de votre rentabilité sur un bien, c'est la vacance locative, et celle-ci, ça sert à rien de l'inclure dans vos calculs. Il faut tout simplement travailler contre, c'est-à-dire faire en sorte de mettre les process qui vont vous permettre, dès qu'un locataire part, de pouvoir le relouer le plus vite possible. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mariez-vous avec un comptable, sinon, si ça vous stresse. En fait, Comment elle vend son truc. Non, mais tu sais qu'en plus, j'étais là, mais pourquoi les frais de comptable? En fait, nous, on n'en a pas, donc forcément. Oui, on en a quasiment pas, quoi. Ça aide. Mais après, oui, d'une manière générale, nous, ce qu'on peut voir sur 15 OP qu'on a fait, c'est que la renta s'est toujours améliorée au fur et à mesure parce que le marché, il évolue en faveur. Et que même si, par exemple, on était un peu... Enfin, quand il y a des biens qu'on a achetés où au début le cash flow il était bien mais pas non plus exceptionnel, où maintenant on arrive vraiment à avoir des très très bonnes rentas juste en augmentant les loyers, tu vois. En fait, c'est vrai que les données importantes, c'est surtout loyer, et après le reste... Surtout que je me rends compte quand même que les loyers
augmentent. Alors, ils explosent pas, mais ils augmentent. Ils augmentent principalement à cause d'un fait. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé très bizarre sur les boomers, c'est que j'ai déjà remarqué que ceux qui vendent des immeubles qui vont avoir 70, 80 ans, très souvent les loyers qu'ils pratiquent dans leurs immeubles sont bas. Par Ouais. contre, ils essaient de te le vendre cher. Ouais. C'est marrant cette dichotomie, alors que moi, en tant qu'investisseur, je raisonne plutôt à l'inverse. C'est-à-dire, je vais essayer de louer cher et quand je vends, je vais pas essayer de survendre mon bien parce que je sais que sinon je vais pas trouver d'acquéreur. Et c'est vrai que ça, c'est un truc très particulier parce que nous, ça nous arrivait plein de fois d'acheter justement des biens qui étaient vendus par des boomers où ils essayaient de te le vendre plus cher que ce que ça valait. Par contre, les loyers à l'intérieur étaient sous-évalués par rapport à ce que ça pouvait se louer dans le marché actuel. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, faites des affaires avec des boomers, mais n'achetez pas trop cher. Bon, bah, je pense qu'on a déjà fait le tour. Est-ce que tu avais une autre actu à rajouter? Non, Non, je pense qu'on est pas mal. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram qui est Kick le Boomer Dream, et là, Foudrille, on vous partage notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt. À jeudi, Ciao. ciao.